Alix Ménard a 29 ans. Elle est urbaniste pour le réseau Étoile Cinéma. Ce poste a été créé pour elle, autour de son profil, de ses aspirations et de tous ses travaux en cours. Elle est arrivée par la petite porte en tant que stagiaire de la Fémis et s'y est installée. Elle s'investit sur la relation qu'entretiennent les villes avec leur cinéma, qu'ils soient situés en plein centre ou en périphérie. Par son travail, elle interroge régulièrement leurs usages et vise à les renouveler. Après avoir fait des partenariats avec des lycéens, cette fan de foot a réussi à imposer son style brut en proposant la création d'un ciné-club non conventionnel. De cette façon, elle tente de faire renaître un désir de cinéma sur grand écran. Comment lui est parvenue cette envie de travailler pour le cinéma ? Que fabrique-t-elle pour désacraliser l'image des salles à réessai ? Et comment définir la cinéphilie dans une société qui adore le cinéma, mais qui en a tout plein au bout de sa télécommande ? Dans le podcast Nouvelle Séance, découvrez une personnalité qui fait bouger le cinéma depuis l'intérieur et qui participe à le réinventer. Bonjour Alix, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je te laisse te présenter. Ok, d'accord. Je suis Alix Ménard, j'ai bientôt 30 ans et je travaille comme responsable du développement et de l'ancrage local chez Étoile Cinéma. Ok, et du coup tu viens d'où ? À la base, je fais Sciences Po Paris en urbanisme, donc vraiment un cursus politique de la ville, politique locale, culturelle et urbanistique. Et j'ai travaillé dans ce domaine-là, notamment au musée du Pavillon de l'Arsenal, où c'était vraiment accompagner les projets qui étaient en cours, en les valorisant culturellement via des expositions, des séances de cinéma. Et à côté de ça, je faisais tout ce qui était assistance à maîtrise d'ouvrage pour les projets culturels, on a ce qu'on appelle les APUI, c'est les appels à projets urbains innovants. Et c'est comme ça que tu as commencé à côtoyer le cinéma de manière professionnelle, c'est ça ? Plus tard, en fait, c'est grâce ou à cause de Céline Sciamma qui est venue faire une présentation de son film Naissance des pieuvres dans le cadre d'une exposition au Pavillon de l'Arsenal que je me suis dit que je voulais absolument faire ça, vraiment valoriser les films et les montrer. Et donc, du coup, j'ai tenté la Fémis. Et c'est quoi qui a été le déclencheur vers cette formation spécifique en exploitation dispensée par la Fémis ? Je rappelle à l'auditeur qui nous écoute que cette formation est assez importante, bien que non obligatoire pour devenir directeur de salle. Elle reste tout de même extrêmement prisée et reste une gageure de qualité pour un recrutement. En fait, il y a 2 points de départ. C'est Céline Sciamma, c'est clairement ce qui m'a donné le courage en fait, de tenter la Fémis. Mais avant ça, je viens de La Rochelle. Et en fait, c'est vraiment important parce qu'il y a un des plus gros festivals de cinéma en France. Et depuis que j'ai 15 ans, j'étais bénévole de mes 15 à mes 20 ans au festival. Parce que vraiment, quand j'étais enfant, sur le port, en fait, il y a les cinémas où on voit vraiment affluer les gens. Et lors du festival, il y a une queue immense qui cache presque le port, quoi. Et on voit vraiment que les gens qui vont dans cette salle obscure. Et c'était en plein milieu de l'été, juste avant les Francopholies. Et je me disais, moi, c'est à ça que je vais assister parce que les Francopholies, c'est très ouvert, on sait exactement ce qui s'y passe. Alors que le cinéma, on ne sait pas. Donc j'avais vraiment envie d'aller plus loin. Et c'est ça aussi qui m'a menée dans un premier temps au cinéma, mais plutôt en tant que bénévole, quoi, en tant qu'accompagnatrice. Tout ce que j'ai fait à la Fémis, c'était toujours orienté dans un objectif d'impliquer les habitants, comment créer une cohérence entre le lieu et les synergies des quartiers. Et puis mon dada, c'était vraiment les salles à réessai, comment changer un peu leur perception, notamment auprès des publics jeunes, parce que l'avenir, c'est nous, c'est nous les spectateurs de demain dans ces salles-là. Et donc aussi de savoir quels étaient leurs avenirs en termes de création, pas uniquement de projets culturels une fois que la salle elle existe, mais quel type de salle on peut inventer, en m'inspirant bien sûr de ce qu'avait déjà fait Agnès Salson avec son tour d'Europe. Parce qu'en Europe, comme les salles de cinéma étaient moins aidées qu'en France, elles ont dû inventer d'autres modèles. Et maintenant, avec la crise sanitaire, c'est vraiment intéressant parce que ça se développe de plus en plus l'aspect tiers-lieu, l'aspect cinéma
Oui, cinéma, lieu de vie, quoi. Et donc, depuis que je suis arrivée chez Étoile Cinéma, où je suis responsable du développement et de l'ancrage local, donc c'est vraiment ces sujets-là aussi, je travaille aussi sur les nouveaux modèles de salles, sur les salles existantes, comment on les fait devenir plus des lieux de vie, comment on les ancre dans la cité et comment surtout on ne fait pas les mêmes projets selon le cinéma dans lequel on est et dans quelle ville on est. Le fait d'être élu au conseil d'administration des cinémas indépendants parisiens, ça m'a permis de voir que même au sein de Paris, dans les quartiers, on ne fait pas du tout du coup les mêmes cinémas, ils n'ont pas la même histoire et donc ils ne proposent pas la même chose et du coup on est obligé de réfléchir et de s'adapter et de proposer des projets toujours mutualisés pour mettre en avant ces salles, mais en même temps qui s'adaptent aux programmateurs, au directeur de salle, à la directrice et au quartier dans lequel il est ancré. Alors ça, c'est très intéressant parce que on touche un peu au cœur du podcast. Tu le sais, je suis très intéressée par tout ce qui peut advenir dans les salles de cinéma, notamment en matière de rencontres. Et je me suis aperçue que chaque projet de salle est étroitement lié à sa configuration, à son territoire. Et toi, tout ça, voilà, tu le sais parfaitement. Ah bien sûr, on ne travaille pas de la même façon dans un cinéma qui est un multiplex à Béthune où les habitants ont été privés de cinéma pendant une vingtaine d'années, ils n'avaient pas de cinéma en centre-ville, ils devaient aller en périphérie, une partie de la population n'est pas motorisée, donc on a vraiment une habitude à recréer complètement, un public à inventer et donc tout est à faire. On part pas du tout de la même chose, donc c'est pas la même cinéphilie non plus qu'au Balzac, qui est une salle historique parisienne où on a un public extrêmement fidèle, c'est un noyau dur, c'est un cinéma qui fonctionne extrêmement bien. Et par contre, on a beaucoup de difficultés à amener des jeunes. Donc, ou encore Biarritz, qui est également une salle historique qui accueille beaucoup de festivals, où une nouvelle population est en train d'arriver, très jeune, très, très axée autour de l'environnement, du sport, et où on va donc réinventer à la fois le bâtiment et la programmation. On est vraiment sur des problématiques différentes à chaque fois, et c'est ça qui est passionnant en fait, c'est que et c'est pour ça que j'ai envie de travailler avec un groupe indépendant comme Étoile et pas avec des gros circuits. C'est qu'on fait du sur-mesure à chaque fois et on se rend sur les territoires en amont, pendant, on accompagne les équipes pour faire émerger des projets. Quand ça ne fonctionne pas, on arrête. C'est l'équipe qui sait, qui est au quotidien avec les spectateurs. Moi, j'arrive en amont pour les former, tenter des choses. Et quand ça fonctionne, c'est super. On leur laisse prendre petit à petit plus de responsabilité sur la mise en place de ces projets. Et ça devient des choses géniales dont ils s'emparent, dont ils se sentent responsables. Et c'est comme ça qu'on fait des projets qui fonctionnent. Mais en fait, là, tu évoquais justement Béthune. Béthune, c'est un des derniers cinémas livrés. Et c'est bien... Je me demandais si c'était une bonne idée de parler de Béthune. Alors Béthune, c'est une bonne idée. C'est un projet très complexe parce que ce cinéma, il a ouvert juste avant le confinement. Donc on a énormément de difficultés à créer un public justement autour de ce cinéma-là. Et c'est un cinéma qui est un multiplex qui ne sera pas classé RSC. C'est le seul du groupe dans cette configuration-là. Mais on va essayer d'apporter des touches d'art et d'essai, des touches d'éducation aux images qu'on veut faire développer, faire grandir dans le futur. Mais on part vraiment de zéro. Donc oui, c'est intéressant d'en parler. À la base, c'est quand même un cinéma de 9 salles. Donc voilà, tout ce qui est culturel, médiation, c'est des choses qui s'ajoutent petit à petit, en fait, étape par étape. Oui, en tout cas, tu comptes bien l'installer et tu as vérifié quelque chose? Tout à fait. Bien sûr, sur le territoire, c'est une population très très jeune. Il y a beaucoup de jeunes par rapport à la taille de la ville, donc il y a une envie de cinéma. C'est juste qu'il n'y a pas d'éducation encore pour l'instant. Donc là, avec le club des ambassadeurs, où c'est que des volontaires, et avec la presse locale, on essaye vraiment de faire des projets qui font émerger un peu cette envie de cinéphilie. J'espère bien que ça va se développer dans le temps. Voilà, là, ça fait que 2 ans qu'on le met en place, mais on sent vraiment une volonté des jeunes surtout d'intégrer ce club, de changer de trajectoire. En fait, il y a des jeunes dans le club qui voulaient devenir RH, qui venaient ici parce que c'était la seule activité extrascolaire qu'ils pouvaient avoir. Et là, maintenant, au bout de 6 mois, ils veulent faire du cinéma, quoi. Donc c'est chouette et leurs copains les accompagnent et voilà, il y a un truc qui se crée, c'est tout petit, ça prend du temps, mais c'est mon engagement de faire advenir ça dans une grosse salle comme celle-ci, par exemple. Et alors du coup, je me permets de faire un tout petit bond en arrière parce que tu as cité le travail d'Agnès Alzon.
Agnès, que j'avais d'ailleurs interviewée au commencement de cette série de podcasts. C'était le tout premier épisode. Est-ce que selon toi, on pourrait dire qu'elle est une figure d'inspiration ? Ah, c'est sûr, hein, je pense qu'il y a des générations de jeunes étudiants à la FEMIS qui ont eu une vision de la salle de cinéma transformée grâce à ce qu'elle a insufflé, en fait, et donc qui ont permis de mettre les bases sur des réflexions ou même sur des projets que maintenant je mène. Par exemple, au labo des cinémas indépendants, toute cette envie de faire revenir et changer l'image des salles de cinéma indépendantes auprès des jeunes, c'est des choses qui ont émergé grâce à des écrits que Agnès elle avait fait donc, il y a plusieurs années. Notamment, elle avait été dans plusieurs villes où il y avait des open screens. Ça n'existait pas en France, ou alors de façon très, très limitée. Là, on a transposé ce système, on l'a instauré à Paris. On fait un open screen club itinérant entre une dizaine de salles parisiennes. Et donc, c'est simplement la transposition un peu des scènes ouvertes, donc du Jamel Comedy Club, dans ce qui existe dans l'humour, dans la chanson, mais qui n'existait pas dans une salle de cinéma, ouverte à tous les formats, donc que ce soit vidéo, clip, court-métrage ou son. Et c'est amateur, semi-pro, pro, enfin tout est... Ça fait vraiment ouvrir la salle, ce qui n'existait pas en fait dans les projets pérennes. On faisait ça par événement de temps à autre, mais là vraiment avec l'open screen, on le définit sur 6 mois, il y aura 10 séances, et c'est ce type de projet qui en fait pas si compliqué à monter, il n'existait pas avant, et ça c'est Agnès, elle en a parlé il y a 8 ans. Finalement, les choses qu'elle a évoquées commencent à exister réellement en France maintenant. Donc moi je pense que son travail, même si bien sûr ça commence à dater, il y a des choses qui ont évolué depuis, il y a encore plein de formes à faire émerger dans les salles qui viennent de son tour. Et du coup, Alix, on s'est rencontrés à Futura Cinéma. Ton projet est d'ailleurs finaliste du challenge. Est-ce que tu peux nous en parler ? Avec Robin Pierre, donc, qui est designer graphique et Étoile Cinéma, on a réfléchi à créer un festival qui s'appelle Imperceptible et de séances secrètes. Et en fait, là, pour le coup, tout le concept, il est de faire venir les gens sur l'avant-séance, c'est-à-dire de communiquer extrêmement en amont à travers un parcours urbain dans la ville avec des jeux en réalité augmentée qui, en fait, se reprennent l'univers des films qui seront montrés pendant le festival. Et ça, c'est quelque chose qui est encore un peu impensé dans le marketing des distributeurs et qui, je pense, doit émerger rapidement. C'est-à-dire qu'il y a énormément de films aujourd'hui qui pourraient parler à un public de 15-30 ans et qui manquent totalement leur cible parce que le marketing autour ne donne pas envie, que les salles sont considérées comme des salles pour un public âgé ou un public d'intellectuels avec des films abscons, alors que quand les gens vont voir ces films-là, ils en sortent conquis. C'est jamais facile de parler d'innovation. Comment tu le présentes, par exemple ? Nous, on travaille sur le clandestin, l'aspect alternatif, l'aspect aussi utilisation de la technologie pour sortir de chez soi et participer à une expérience collective. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, je pense, est très important. Et bien sûr, du coup, dans cette même réflexion, l'avant-séance devrait être modifiée. On ne peut plus juste montrer des pubs et 3 bandes-annonces, quoi. Il y a quelque chose à faire, c'est évident. Et alors, ce projet, du coup, il en est où ? Il avance bien. Donc, c'est un festival de séances secrètes entre Paris et Budapest qui aura lieu du 1er au 11 juin 2022. Et donc, on a 4 salles participantes à Paris, 4 salles clandestines et 6 à Budapest. Et en fait, on ouvre un parcours un mois avant avec des planques. Il faut, pour intégrer la communauté et pour participer à cet événement, trouver les planques, faire les jeux en réalité augmentée et accéder ainsi à la billetterie, au concours, aux gains et à la programmation de ces séances qui sont donc toujours orientées autour des films, mais on ne les communique jamais dessus. On travaille que sur l'univers et sur l'animation qu'il y a autour. Nous, on ne veut surtout pas mettre les films en compétition, mais par contre, c'est les spectateurs qui ont une petite compétition pour notamment gagner la possibilité de faire le festival à Budapest et inversement pour les Hongrois de venir à Paris faire le festival. Et l'objectif, c'est bien sûr de montrer des films art et essai européens et de faire découvrir des salles où ils ne seraient certainement jamais allés s'il n'y avait pas eu le festival.
pour moi, l'hybride, c'est la clé, quoi. Donc vraiment travailler avec un designer graphique, c'est quelqu'un qui a un regard du coup très différent du mien, qui n'est pas toute la journée à des questions de programmation, entrée, billetterie. Et donc, on propose des projets plus innovants, en fait, en rencontrant d'autres personnes, d'autres milieux. C'est comme le son. C'est comme faire des projets, donc les exploitants qui font des projets avec Narasson, par exemple. C'est vraiment comme ça qu'on peut proposer de former des choses différentes et vraiment innovantes, qui sont plus proches des pratiques qui sont en train de se développer aujourd'hui. On ne peut plus montrer que du cinéma au cinéma, en fait. Je suis bien d'accord avec toi. Pareil pour l'intégration petit à petit du jeu vidéo en salle, de l'immersion sonore. Enfin, voilà. Et je pense qu'il y a une importance capitale à se rapprocher d'autres arts et d'autres façons de penser pour pouvoir proposer de chouettes projets. Pareil, l'open screen, c'est encore une fois une transposition qui existait dans d'autres arts, et pas dans le cinéma. Donc oui, je pense que c'est ça qui fera aussi la clé sur faire venir d'autres publics et les faire venir durablement. Ouais, et du coup, à l'ouverture de ces pratiques innovantes, on voit bien qu'on se confronte tout de même à des réalités politiques et économiques et qu'on ne peut pas avancer sans intégrer ce qui constitue les remontées financières de chaque séance. Je veux faire par exemple référence à la billetterie CNC. On ne peut pas, au prétexte d'ouvrir de nouvelles expériences, se couper de cette billetterie. Alors du coup, comment vous arrivez du coup à intégrer cette nécessité ? Pour l'open screen, justement, on a trouvé une solution. Alors du coup, c'est pas moi uniquement. C'est un projet qui a été mené avec Amandine Larue et Chiara Dacco des cinémas indépendants parisiens, où pendant le confinement, on a réfléchi à comment justement faire revenir les jeunes dans les salles de cinéma indépendantes et comment un peu modifier notre image. Et donc, on a vraiment décidé de créer ce labo où en fait, ce sont les programmateurs, les projectionnistes, les agents d'accueil, et donc assez rarement les directeurs, directrices de salle, même si ça arrive, qui se sont réunis comme ça et qui ont formé le labo. Et ce sont avec leurs initiatives et leur façon de faire qu'on a pu développer et le Breakfast Club et l'Open Screen Club. Et donc on a bien sûr réfléchi à cette question de billetterie CNC. Pour l'Open Screen, en fait, on demande un numéro de visa temporaire au CNC avant les séances. Donc en fait, on reste dans la billetterie CNC classique au final. C'est possible de le faire avec les visas temporaires. Donc voilà, pour ce coup, là, on a réussi à trouver une solution. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, c'est possible. Pour les jeux vidéo, c'est sûr que c'est différent. Après, on peut créer du jeu vidéo en avant-séance et montrer quand même un film derrière. Enfin, il y a toujours des possibilités. Et encore une fois, même si la billetterie CNC, c'est vrai que c'est extrêmement important et que c'est important qu'une salle de cinéma reste une salle de cinéma, on peut quand même ouvrir quelques créneaux par-ci par-là pour autre chose. Ça n'enlève rien. Et puis parfois, maintenant, comme certaines salles ont des espaces modulables, des espaces qui ne sont pas uniquement salles-écran, mais plutôt des halls, des salles immersives, et ben, on peut proposer d'autres choses à d'autres moments de la journée. En fait, ce que tu parviens à nous expliquer là, en fait, c'est tout l'enjeu de la métamorphose des lieux. C'est sûr, c'est ça la difficulté, c'est que on cherchait aussi dans une ville contrainte qui est Paris, avec des salles qui existent depuis très longtemps et donc qui sont contraintes architecturalement, de trouver des projets innovants. Donc l'open screen, c'est assez parfait parce que ça ne nécessite pas des espaces modulables. Mais par contre, pour les autres choses que j'ai évoquées, c'est plus le cas et on va plutôt réussir à faire ça, je sais pas, à Hérouville-Saint-Clair ou dans des futurs projets. Donc, par exemple, je pense au projet Étoile Voltaire qui verra bientôt le jour et où là, on aura des espaces qui permettront ça. Mais c'est vrai que c'est des choses qui arrivent petit à petit. On en revient à Agnès Salson, elle en parlait déjà il y a longtemps et finalement, ça n'arrive que maintenant. Ouais, sacrée Agnès. Oui. C'est notamment pourquoi elle nous fabrique un cinéma tiers-lieu à Toulouse. On est embêté à Paris, on a beaucoup de problèmes d'architecture, on a beaucoup de problèmes aussi de terrasses. On peut pas faire de tiers-lieu si simplement à Paris sur une salle déjà existante ou de faire un lieu de convivialité, c'est plus compliqué. Des autorisations de terrasses extérieures, ça a été possible entre guillemets, grâce à la crise sanitaire. C'était temporaire, ça ne se fera plus. Et les salles de cinéma n'ont pas vraiment profité. Donc, non, il faut toujours trouver des subterfuges ou alors faire des partenariats avec les bars pour essayer de créer autre chose et de faire de la salle un réel lieu de vie. Toutes n'ont pas la même chance, toutes ne disposent pas d'un café, d'un salon comme le Luminor ou d'un petit espace bar comme le Balzac, c'est sûr. Et donc voilà, il y a des projets qui se créent encore à Paris, mais on a quand même 32 salles de cinéma indépendants qui ont toutes des réalités très différentes et qui doivent faire avec. Donc c'est aussi une des
un des objectifs de l'association des cinémas indépendants parisiens, de réfléchir à toutes ces difficultés et quand même de proposer des projets communs qui les mettent en avant, toutes ces salles. Ça donne plein d'idées pour des futurs projets. Bien, on le fera volontiers avec toi. Merci beaucoup, Alix. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Vous venez d'écouter une nouvelle séance, le podcast qui vous donne à entendre celles et ceux qui font bouger le cinéma depuis l'intérieur. Le mois prochain, je vous retrouve pour un nouvel épisode autour de Luce Grosjean. Accrochez-vous parce que Luce ne dirige pas de salle, mais c'est une de mes rencontres et je suis sûre qu'elle va vous intéresser. D'ici là, j'ai une faveur à vous demander. Si ce podcast vous a plu, aidez-moi à le faire connaître. Envoyez-le à un ou une amie, à un médiateur ou une médiatrice culturelle. Merci pour votre écoute et à bientôt.